Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais faire l'intro pendant que je m'installe en espérant que tout ne se casse pas la binette. Voilà, alors moi je m'appelle Johanna et je suis maman d'une loulotte de 12 ans qui est donc Asperger. Alors au niveau terminologie, on va être clair, aujourd'hui on ne dit plus Asperger. Dans la nomenclature médicale, dans le DSM-5, on ne dit plus Asperger, on dit trouble du spectre de l'autisme sans déficience. Mais comme c'est un peu long et que beaucoup de personnes continuent d'utiliser le terme Asperger parce que ça fait des années que ça a été utilisé, il va m'arriver parfois de l'utiliser tout comme le petit nom Aspi. Donc voilà, le plus important ici, c'est pas vraiment la terminologie, c'est plutôt ce qui vous intéresse si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire les signes pouvant évoquer le TSA chez l'enfant. Alors, pourquoi ça me tient à cœur de le faire? Parce que ma fille a été diagnostiquée à 11 ans, elle allait avoir 12 ans en fait, et ce retard qu'on a pris a été vraiment quasi dramatique en fait sur son parcours scolaire. Alors j'y reviendrai, je ferai une vidéo plus en détail du coup sur son parcours scolaire parce que ça c'est encore autre chose. Et j'aimerais vraiment que ça change. Je me dis si cette vidéo, elle peut aider des parents qui du coup consulteraient, on va dire, plus rapidement, et ben c'est tout bénéfique. Alors moi je suis donc maman d'une enfant Asperger, Asperger moi-même. Ça ne veut pas dire que j'ai vu les choses avant puisque moi je ne savais pas que j'étais Asperger, c'est ma fille qui a ouvert la voie. Je suis éducatrice spécialisée à la base, même si moi, c'est des choses que je n'avais pas vues dans ma formation. Je pense qu'aujourd'hui, on les voit, mais à l'époque, je ne les ai pas vues. Et puis, encore une fois, quand on est parent, on n'est pas professionnel. C'est-à-dire, vous pouvez être médecin, psychologue, éducateur. Avec votre enfant, vous êtes avant tout un parent. Et ça, c'est important de le dire, donc de ne pas se culpabiliser. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais préciser que en aucun cas cette vidéo ne peut servir de diagnostic, hein, parce que je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, ni pédiatre. C'est juste pour vous alerter sur des choses qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille et qui pourraient vous permettre de consulter. Alors en premier lieu, c'est le médecin traitant, même si souvent les médecins traitants ne s'y connaissent pas du tout en autisme. Mais voilà, faites vos recherches. Continuez du coup de vous poser des questions et ne restez pas avec vos doutes. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, j'espère que j'ai pas fait de faute sur le tableau, vous me le direz. Alors, numéro 1, les troubles alimentaires. Alors, qu'est-ce que je mets là-dedans? Les troubles alimentaires. Alors, nous, de notre côté, pour Loulotte, ça a été, j'ai envie de dire, dès la naissance, puisque même l'allaitement, c'était très compliqué. Alors, on m'a dit après qu'elle avait un frein de langue, que ça pouvait du coup expliquer pourquoi l'allaitement n'avait pas fonctionné. Mais déjà, entre nous, ça a été la première difficulté, parce que moi, je voulais vraiment allaiter. Moi, dans ma tête, je n'avais même pas acheté de biberon tellement je voulais allaiter. Et puis, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, au bout de 48 heures, voilà, j'ai demandé un biberon à la maternité. Par la suite, elle pleurait beaucoup. Alors, on a su après qu'elle avait un RGO, un reflux gastro-œsophagien. Donc ça, c'est assez courant chez tous les bébés. Mais nous, en l'occurrence, ça faisait qu'elle pleurait énormément et c'était aussi très difficile. Je ferai aussi une vidéo sur la parentalité en tant que personne Asperger parce que je pense que c'est important du coup d'en parler. Mais là, c'est pas le sujet ici, donc je vais revenir à mes troubles alimentaires. Donc elle a pris un biberon la nuit très très longtemps, elle a fait ses nuits, elle devait avoir 14 mois. Et la diversification, ça a été compliqué aussi. Elle n'aimait pas ce qu'on cuisinait nous, donc ça aussi c'est un peu frustrant. Quand le petit pot qu'on a fait pendant longtemps, alors mon mari en l'occurrence, c'est lui le chef cook dans notre team. Désolée pour les anglicismes. La diversification, c'était très compliqué parce qu'il y avait des saveurs en fait qu'elle n'aimait pas. Et du coup, elle était très 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 sélective. Et quand j'entendais des autres mamans ou qu'on discutait et que je voyais que les autres bébés pouvaient manger diversifié, moi je le prenais comme un échec personnel. Alors que c'était, avec le recul, ça faisait partie en fait des premiers signes. Pareil, après quand elle a eu à peu près 18 mois, elle a eu une période où si je ne lui servais pas des coquillettes, très clairement l'assiette volait.
Et là aussi, c'est difficile, surtout quand on est éducateur et qu'on se dit, mon Dieu, je suis censée être un peu, entre guillemets, spécialiste de l'éducation et je n'arrive même pas à faire manger autre chose que des coquillettes à mon enfant, qui du coup peut se montrer violent. Donc ça a été la première chose, les troubles alimentaires. Quand elle a grandi aussi, il y a un signe, elle ne voulait pas que les aliments se touchent. Par exemple, s'il y avait de la purée et un steak, il fallait surtout pas que ça touche les deux. Donc la phrase non, non, il ne faut pas que ça touche, ça aussi, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Alors, numéro 2, la fascination pour les lumières. Ça, c'est quelque chose qu'elle a développé, mais très tôt. Elle a toujours été très, très, très tonique. Hein. C'est-à-dire qu'à 6 mois, elle se tenait... quand on la mettait, par exemple, comme ça sur le canapé, elle tenait sa tête, elle avait des grands mouvements de bras, des grands mouvements de jambes. Enfin, elle était très, très excitée. Et du coup, quand on allait dans les grands magasins faire les courses, elle était dans l'espèce de, vous savez, la petite nacelle à l'avant du caddie. Et quand on entrait dans le grand magasin, elle regardait les lumières et là, elle se mettait à crier, à battre des mains, des pieds. Alors, le cri d'un bébé de 7-8 mois qui est fasciné, c'est très mignon. C'est-à-dire que nous, ça nous faisait beaucoup rire. Les gens qui passaient, ça les faisait rire aussi, parce qu'en fait, elle criait tellement que tous ceux qui nous croisaient, forcément, la regardaient et nous regardaient. Et j'ai pas du tout réalisé que cette attraction pour toutes les lumières qu'il y avait autour d'elle, j'ai pas du tout réalisé que ça pouvait être un signe de TSA. Alors, c'est pas que les lumières, hein. Là je dis les lumières parce que c'est notre vécu. Ça peut être aussi toutes les choses répétitives comme le tournis de la machine à laver, des sensations tactiles aussi, quelque chose qui gratte. Enfin, dès que l'enfant passe un peu trop de temps sur quelque chose sur lequel les autres enfants ne passent pas autant de temps. Voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut observer. Alors, la numéro 3, la difficulté à faire face à tout changement. Alors, ça, c'est compliqué parce que ça a fortement impacté notre vie sociale. C'est-à-dire que dès qu'elle a été, mais dès bébé en fait, dès qu'on était à l'extérieur de la maison, elle hurlait toute la soirée. Je ne pouvais pas faire un repas. Alors déjà, en tant qu'Asperger, on n'avait pas une vie sociale très, très diversifiée, mais le peu qu'on avait, moi très clairement, je ne pouvais pas faire un repas en m'asseyant à table et en discutant. Non, parce que Loulotte hurlait. Donc j'étais, moi, dans la chambre d'amis, en train de faire ça. Et je me rappelle très bien d'une fois où on avait été invité par des voisins de la même rue, avec qui on avait sympathisé, qui avaient eux un enfant de 2 ou 3 ans. Et en fait, au bout d'un moment, notre fille à nous, elle hurlait tellement qu'elle empêchait leur propre enfant de dormir. Et donc on a dû partir, on n'était même pas au dessert en fait. Donc quand on rentre chez soi avec son enfant qui a fait que de hurler toute la soirée, qu'on n'a même pas pu se poser, que c'est douloureux en fait. On se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi en fait. Donc après, une espèce de spirale un petit peu négative comme ça, où on n'ose plus. Quand on nous invite, on se dit bah non, parce que si c'est pour revivre la même chose que la dernière fois, c'est éprouvant et pour le petit et pour nous. Et du coup, on se retrouvait avec des gens qui nous disaient oui, mais en même temps, si vous sortez jamais, c'est normal que votre enfant... Enfin, on s'est retrouvés jugés en fait. Et c'est ça, je pense, qui a été le plus difficile. C'est parce qu'on... Non seulement on ne savait pas pourquoi notre enfant n'arrivait pas du tout à se faire ailleurs, mais en plus de ça, on n'avait aucune compréhension. Alors ça a perduré longtemps, c'est-à-dire que même vers 3-4 ans, quand on recevait des invités chez nous, ce qui était compliqué, c'est que moi, au bout d'un moment, je disais, bon, ben là, il est telle heure, il faut que j'aille coucher Loulotte. Et donc les autres invités avec des enfants disaient, non mais c'est bon, ça va, c'est la fête, elle va dormir demain. Sauf que non seulement Loulotte, elle ne dormait pas le lendemain, c'est-à-dire que plus on la couchait tard et plus elle se levait tôt. Et en plus de ça, alors j'y viendrai pour là, la fatigabilité, elle allait être tellement fatiguée que la journée allait être horrible. Et quand je dis horrible, c'est pas genre un enfant qui chouine un peu. Non, non. C'est des hurlements du matin au soir. Pour tout, pour rien. Enfin, c'est une journée d'enfer. Donc moi, encore une fois, je passais pour la nana psychorigide qui n'arrivait pas à lâcher la grappe de sa fille. Sachant que personne ne voyait ce qui se passait le lendemain. Donc ça aussi, c'était très difficile à faire comprendre que, au bout d'un moment, moi, je couche mon enfant. Puis alors, bon, ah tiens, je l'ai pas mis ici, les problèmes de sommeil. Ça fait partie. J'en parlerai à la fin si j'ai le temps. Donc bon, forcément ma fille ne s'endormait pas et cercle vicieux, etc., etc.
On en arrive du coup à la fatigabilité. Alors la fatigabilité, c'est pas un terme qu'on emploie tous les jours, mais comme son nom l'indique, c'est le degré de fatigue d'un enfant ou d'un adulte. Donc il faut savoir que les enfants avec TSA, alors là pour le coup avec ou sans déficience, la fatigabilité, les enfants avec TSA sont beaucoup plus fatigables parce qu'en fait, ils ont une surcharge sensorielle. C'est-à-dire que tout ce qui leur arrive, ça leur arrive puissance 10 000. Du coup, ça les fatigue. Imaginez, c'est comme si vous alliez en boîte de nuit pendant 5-6 heures avec du son très fort, des lumières, des spots. Vous ressortez de là, vous êtes normalement fatigué. Et ben, un enfant TSA, c'est ce qu'il vit au quotidien. Donc, en ce qui concerne la fatigabilité, ce sont des enfants qui, par exemple, au retour de l'école, même déjà en maternelle, vont craquer parce qu'ils auront retenu toute la journée et en sortant de l'école, ils vont être exécrables parce qu'ils vont se mettre à crier, à faire des colères. Moi, je me souviens que j'étais le punching ball de ma loulotte quand elle sortait de l'école parce qu'elle n'en pouvait plus en fait. Elle avait tout donné là-bas, donc elle se lâchait. Et je me souviens aussi d'une journée qui a été. Que j'ai regardée une fois qu'on a eu le diagnostic autrement. C'était une journée où on allait donc avec des amis qui aussi avaient des enfants du même âge. On est allé une journée dans un parc d'attractions. Donc on était tous très heureux, les enfants étaient très excités. Et nous, à 14 h, il a fallu qu'on parte. Parce que, encore une fois, notre loulotte, elle avait... Alors je dis loulotte depuis tout à l'heure, c'est pas son prénom, c'est un surnom pour l'anonymat. Elle avait quoi? Elle avait 4-5 ans peut-être, mais c'était trop pour elle. C'est-à-dire que il y avait trop de bruit, il y avait trop de monde, il y avait trop de chaleur, et elle ne pouvait pas nous le verbaliser, parce que les enfants TSA ont du mal aussi avec leurs émotions. Donc elle ne pouvait pas, elle, nous dire, papa, maman, il y a trop de sollicitations sensorielles et corporelles, je n'en peux plus. Non, donc bon, elle a fait ce que tous les enfants peuvent faire, c'est-à-dire pleurer, se traîner par terre, crier. Donc nous, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, donc à 14 h, on est reparti. Et sur le chemin du retour, c'était dur, parce que je me disais, il y a nos amis qui sont là-bas, qui s'amusent encore, les autres enfants s'amusent. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous, on ne peut pas faire des choses du quotidien? Et c'est pour ça aussi que je parle tant du diagnostic précoce, parce que plus tôt vous serez, et plus tôt vous pourrez vous apporter du bien-être à vous en tant que parent, mais surtout à votre enfant. Parce que ce jour-là, alors on n'a pas du tout disputé notre fille, mais on lui a dit, mais quand même, tu aurais pu faire un effort. Alors que ça aurait été aujourd'hui, déjà on ne serait pas allé au parc d'attractions pour toute la journée. Peut-être on aurait prévu, peut-être on aurait dit à nos amis, non, on va vous accompagner juste pour la matinée, parce que ça va faire trop à loulotte. Et du coup on ne se serait pas mis dans cet état de remise en question et de mon Dieu, mais je suis un mauvais parent, et qu'est-ce qu'il arrive à mon enfant, et pourquoi on ne peut pas vivre normalement, quoi. Difficulté à faire face à la frustration. Alors ça aussi, c'est assez terrible pour les parents qui le vivent parce que vous passez très vite pour un mauvais parent qui a un enfant mal élevé. Tout enfant petit doit apprendre la frustration. Donc ça peut aller de crise de colère vraiment au caprice entre guillemets qu'on voit dans les magasins avec des parents qui disent non à un paquet de bonbons. Bon. Votre enfant de TSA, il va avoir plus de difficultés que la moyenne. Encore une fois, parce que tout arrive puissance 10 000. Donc l'envie de le bonbon, le soda, le cadeau, c'est encore plus fort pour lui. Et le non, c'est encore plus fort. Donc les crises de frustration, elles seront majorées. Moi, je me rappelle, sortir du parc pendant des années, ça a été une catastrophe. J'avais beau dire à ma loulotte, on part dans 10 minutes, on part dans 5 minutes, un dernier tour de balançoire et on s'en va. C'était la catastrophe. Elle se roulait par terre, il fallait que je la prenne physiquement, c'est-à-dire je l'avais vraiment dans mes bras comme ça physiquement, elle hurlait, elle battait des bras, des jambes. Je me rappelle, je traversais donc sur les passages piétons et je voyais les piétons derrière leur voiture qui me regardaient comme ça. En se disant, mais c'est quoi cette mère, elle kidnappe son enfant, c'est pas possible. Parce que la frustration, c'était pas possible. Dès qu'on partait de quelque part, de toute façon, elle se mettait par terre, elle se roulait par terre. Et je me rappelle un jour d'une personne chez qui on était allé, parce que la personne construisait des jouets en bois. Donc c'était comme aurait dit Florence Foresti, la mère parfaite et calme. Et quand on est reparti, donc ma fille se roule par terre, comme d'habitude. Et là, je me rappelle la mère calme, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais elle fait ça tout le temps !» Et là, moi, j'avais juste envie de lui mettre un coup de boule et de pleurer, quoi. Parce que oui, elle fait ça tout le temps. Voilà.
malgré tout ce que je peux faire, malgré ma douceur, malgré ma patience. Oui, elle fait ça tout le temps. Donc, la frustration. La sensibilité tactile. Alors, c'est drôle ça parce que j'ai la même, mais je ne voulais pas la reconnaître. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, en tant qu'Asperger, je travaillais avec des collègues qui étaient bien habillés et je me disais « Waouh, c'est comme ça que je veux être ». Sauf que je ne supporte ni les collants, ni les choses serrées, ni... Enfin, voilà, catastrophe. Et ma fille, depuis toute petite, n'exige alors déjà que des leggings noirs. Alors elle, c'est le contraire. Et souvent, vous verrez, si vous entrez seulement dans le monde de l'autisme, qu'il y a une radicalité, en fait, c'est tout l'un tout l'autre. Par exemple, il peut y avoir une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Mais en tout cas, on est sur les deux côtés de quelque chose de radical. Donc, par exemple, au niveau des vêtements, les personnes peuvent avoir envie d'être contenues et serrées, comme elles peuvent avoir envie d'être dans quelque chose de large. Donc ma fille, elle aime être contenue et serrée. Donc elle ne voulait que des leggings noirs. Mais quand je dis noir, il ne fallait pas qu'il y ait une bande. Il ne fallait pas qu'il y ait un logo. Il ne fallait pas que... Donc c'était que des leggings noirs, été comme hiver, leggings noirs. Donc pour l'habiller, c'était compliqué. Alors quand il y avait une étiquette, là je vous en parle même pas. Donc il fallait enlever les étiquettes, faire attention que la matière ne gratte pas trop. Enfin, très souvent, moi en tant que maman, je lui achetais quelque chose... que je trouvais mignon, que je trouvais joli et qu'elle ne mettait jamais. Et donc en grandissant, en fait, je me suis fait une raison. Donc maintenant, je choisis les vêtements avec elle. Et encore, sur le long terme, parfois, elle ne les porte pas quand même. Mais je me rends compte que je suis pareille. C'est-à-dire que parfois, dans le magasin, je me dis « Ah tiens, c'est sympa ». Et je me rends compte en le portant que non, en fait, ça donne trop chaud, ou c'est pas assez couvert, enfin voilà. La sensibilité tactile, très difficile. La difficulté de se faire des amis. Alors là, c'est quelque chose de... C'est un gros pavé, la difficulté de se faire des amis. Moi, Loulotte, depuis la maternelle, elle a toujours les mêmes schémas d'amitié. C'est-à-dire, elle peut avoir une amitié avec un enfant, et c'est souvent une amitié un peu explosive. C'est-à-dire l'amour, la haine, je te rejette, tu es ma meilleure amie, et puis après tu l'es plus, puis après tu es méchante, puis après tu es gentille. Et donc de 3 à 12 ans, là, là encore récemment, elle avait une amie où c'était très fusionnel et où maintenant c'est terminé. Et ça s'est terminé de façon un peu explosive, quoi. Donc ça a été quelque chose aussi, alors qui m'a pas mis la puce à l'oreille tout de suite parce que j'étais pareille. Sauf que comme j'étais pas consciente que moi aussi j'avais un TSA, du coup je faisais pas le lien. Mais ça faisait partie des signes. Alors, les passions pour certains domaines. Alors vous allez voir, hein, on appelle ça des intérêts restreints ou des intérêts spécifiques. Il y a des personnes qui préfèrent dire intérêt spécifique parce qu'intérêt restreint, il y a un côté un peu trop, et du coup un petit peu trop restreint et les personnes ont envie de promouvoir entre guillemets l'autisme, enfin c'est-à-dire de regarder l'autisme sous un angle non plus médical, mais de le voir sous l'angle d'une neuroatypie. Donc, vous dites comme vous voulez, hein, mais en tout cas, le truc c'est que votre enfant a une passion dévorante pour un sujet. Alors attention pour les petites filles justement, parce que si aujourd'hui il y a plus de garçons diagnostiqués que de filles, c'est parce qu'apparemment, d'après les dernières études, les filles auraient tendance à avoir des intérêts spécifiques, on va dire, plus conformes à la norme sociale. C'est-à-dire que si une petite fille va s'intéresser aux chevaux, quoi de plus normal, ou aux dauphins, enfin voilà, des choses où on se dit, oui, c'est une petite fille. Alors qu'un petit garçon qui va s'intéresser aux centrales nucléaires, ce sera un petit peu plus bizarre déjà. Alors, nous, je vous dis ce qu'on a eu comme intérêt spécifique. On a eu numéro 1, Elisabeth Vigée-Lebrun. Alors, vous regarderez sur internet si ça vous intéresse. C'était la portraitiste de Marie-Antoinette. Alors ça, c'était un intérêt spécifique que j'aimais beaucoup. On allait dans les bibliothèques, on prenait les livres où on pouvait voir ses tableaux. J'étais assez fière d'ailleurs. Oui, parce que quand elle était petite, on me disait souvent qu'elle était HQI. Et ça, on peut beaucoup confondre le TSA avec le HQI. Et en fait, non. C'est-à-dire, elle a passé les tests, elle a un QI dans la norme un peu supérieur, mais pas non plus dans le HQI. Donc, elle a eu Elisabeth Vigée-Lebrun au point d'acheter carrément une toile qu'elle a trouvée au Puce à 10 ans. La dame qui était derrière sa table au Puce, elle n'a pas compris quand on s'est mis à crier devant le portrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Elle s'est dit « Ouh là là, mais peut-être qu'il coûte cher mon tableau ».
Voilà, alors après on est passé à autre chose parce que bon, maintenant elle grandit forcément, donc elle arrive dans l'adolescence. Maintenant on est sur la K-pop. Voilà, donc c'est moins agréable en tant que parent, mais elle s'est pris de passion pour le coréen qu'elle est en train d'apprendre seule. Et ça lui prend énormément de temps. Voilà. Bonus, alors je regarde parce qu'en fait j'ai pas de carte SD, donc il faut pas que ma vidéo soit trop longue, sinon ça me coupe tout. Pour vous dire à quel point je suis pas professionnelle, hein, mais petit bonus aussi, la difficulté à comprendre les émotions des autres. Alors attention, ça ne veut pas dire que votre enfant n'a pas d'empathie. Hein. Vous vous renseignerez, il y a l'empathie cognitive et l'empathie, je crois qu'on ressent. Vous regarderez. Hein. En fait, c'est pas du tout que les personnes TSA n'ont pas d'empathie. Non, c'est que parfois, ils ont du mal à comprendre l'émotion de l'autre. Et donc, quand on ne comprend pas l'émotion de l'autre, on ne peut pas se sentir en empathie avec lui. Mais parfois, ça peut être déstabilisant. Moi, parfois, il m'est arrivé des moments où j'étais vraiment très très triste et où ma fille ne le voyait pas. Donc, en tant que maman, quand on a un préado en plus, pas comme si on avait un tout petit, quand on a un préado et qu'on lui verbalise, pourtant, bah là, tu vois, je suis triste, il s'est passé ça, bah quoi? C'est vrai qu'on se sent pas soutenu. Alors, je vais vous donner un exemple qui, là, du coup, est un exemple peut-être un peu paroxystique, hein, mais pour que vous compreniez, c'est un exemple d'ailleurs qui avait été cité dans son diagnostic. Elle avait donc une ancienne amie, c'est-à-dire qu'on a déménagé, elle a gardé un peu des contacts avec une amie et le papa de cette amie m'a appelé un jour pour m'informer que sa femme, donc la maman de la petite, était décédée. Donc moi j'étais vraiment, j'étais très choquée, très bouleversée et Loulotte en fait, bon ok, d'accord. Et elle n'a pas compris, Loulotte, à quel point ça pouvait être déstabilisant pour cette petite. Elle me dit, oh bah oui, bah, elle m'écrit moins de messages. Et j'essayais de lui expliquer pourtant que voilà, le décès d'un parent, ça pouvait être quelque chose, un tsunami émotionnel, mais elle avait de la difficulté. Et du coup, ça peut être déstabilisant, on peut se dire, mais mon enfant est sans cœur. Mais non, c'est juste qu'ils ont de la difficulté à se mettre à la place de l'autre. C'est une difficulté qui est intellectuelle. Alors que si elle avait eu cette amie devant elle qui aurait pleuré, elle l'aurait ressenti dans son cœur, elle l'aurait pris dans ses bras. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a peut-être parlé. N'hésitez pas à faire un feedback, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Et moi, ça me permet d'être au plus proche des attentes et des envies des personnes qui ont besoin de renseignements sur le sujet. La prochaine fois, on parlera soit de mon parcours professionnel, soit de la parentalité en tant qu'Asperger. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.